Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Artiste du jour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de mener une interview exclusive avec l'artiste Laurent Bismuth de Paris. Il est directeur artistique des formations des Arts Déco à Paris et fondateur de l'agence B2 Création, une agence de luxe, mode et beauté. Vous êtes directeur artistique de la formation Art Déco. Qu'est-ce qui est la particularité de Art Déco ? À l'époque, art décoratif, donc art déco, ce qu'on appelle l'art déco, ce qui n'a rien à voir avec mon école, mais ce qu'on appelle l'art déco, donc c'est dans les années 20-30. Je suis pas forcément un fan des peintres. Alors bien évidemment, il y a Tamara Lempicka qui est hyper reconnue, mais c'est pas les peintres je vais pas aller vers les peintres, mais je vais plutôt aller vers l'architecture. Voilà, ça m'intéresse. L'architecture des années 30 m'a toujours intéressé. Après, on peut passer au Bauhaus aussi. Tout ça, c'était des concepts où on revoyait entièrement la vision architecturale des bâtiments, avec des choses beaucoup plus simples, mais aussi beaucoup plus d'espace, qu'on revoyait à l'intérieur des architectures des choses beaucoup plus intéressantes, c'est-à-dire que les espaces de vie s'agrandissaient par rapport aux espaces où on allait dormir, c'est-à-dire les chambres devenaient un tout petit peu plus petites, et d'un seul coup, par contre, les espaces de vie communes devenaient beaucoup plus grandes, alors pas dans toute l'architecture, mais dans beaucoup, et puis il y a cette espèce de pureté des lignes dans l'art déco qui mélange ces courbes et ces angles que je trouve toujours très intéressantes et toujours dans une espèce de simplicité. Et je trouve que c'est vraiment un moment où on a vraiment essayé de simplifier le trait, simplifier l'architecture, de la rendre plus sociale, et puis plus pure en fait. Voilà, moins baroque. Voilà, donc ça avait vraiment cet intérêt-là pour moi. Et puis après, bien sûr, en dehors de l'architecture, forcément, quand il y a de l'architecture, il y a du meuble. Donc toute la partie décorative, pour le coup, de l'art déco, a toujours été pour moi vraiment... j'ai beaucoup d'objets à la maison qui sont art déco. Alors j'aime beaucoup les pendules art déco, j'aime beaucoup les meubles art déco. Donc effectivement, l'art décoratif a fait partie de ma vie, mais pas tellement en peinture, plutôt en architecture. Alors, c'est plutôt l'architecture, décoration, oui, manière de penser aussi. Ça a fait naître, je pense, beaucoup de mouvements hyper intéressants. Donc oui, l'art déco, voilà. Et alors après, il y a cette école Bauhaus, qui pour moi est presque un rêve. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette école Bauhaus est passée dans les mains des nazis, mais ils ne l'ont pas détruite, alors qu'elle était l'opposé du nazisme. Et puis ensuite, les nazis ont perdu, elle est passée du côté soviétique. Les soviétiques ne l'ont pas détruite, pourtant elle était aussi opposée, puisque c'était socialiste et pas du tout communiste, opposée au socialisme. Ils ont quand même gardé le bâtiment, puis finalement, le bâtiment a repris sa place. Il a été évacué des problèmes politiques, et puis effectivement ce bâtiment dont le directeur était Gropius a fait, je pense, date dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'architecture, dans l'histoire aussi de la littérature et du mouvement en règle générale qu'il a amené, qui était vraiment un social-démocratisation, c'est-à-dire vraiment il y avait quelque chose d'extrêmement social à l'intérieur du Bauhaus, avec une vision de l'humain à l'intérieur de l'architecture, et puis de le rendre plus heureux, d'essayer de le rendre, de lui donner plus d'espace, et tout en gardant la dimension humaine. Voilà, donc c'était ça qui était intéressant. On n'était pas dans le communisme avec ces espèces de Moscou et ces grandes artères où l'homme est complètement écrasé dans l'architecture, ou alors la vision nazie, évidemment, de la perfection. On est plutôt dans l'humain, et on est ce rapport qui existe entre l'architecture et l'humain, et que je trouve assez intéressant, mais qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le brutalisme, qu'on retrouve aussi dans d'autres secteurs, et du côté soviétique, parce que certaines personnes ont réussi à garder
cette espèce de trop grandeur soviétique où l'homme est écrasé. Justement, ils ont réussi à faire des bâtiments, par exemple, très intéressants. Notamment à Moscou, il y a un bâtiment hyper intéressant où toutes les cuisines étaient rangées au milieu et donc les gens étaient obligés de se rencontrer. Donc les voisins étaient tout autour, donc il y avait des cuisines centrales à l'intérieur du bâtiment et puis les appartements étaient tout autour et les gens devaient sortir de leur appartement pour faire la cuisine et donc se parler entre voisins. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Alors moi j'ai visité ce bâtiment, il est à Moscou. C'est vraiment incroyable. Mais voilà, je pense que ce bâtiment n'aurait pas existé sans le mouvement Bauhaus et puis évidemment avant sans l'art déco. Donc l'art déco, il est assez intéressant parce qu'il existe aussi de complètement différentes manières quand il est aux États-Unis, quand il est en Europe, quand il est en Russie, enfin vraiment il y a une vision extrêmement différente, très différente je veux dire. Et on retrouve plein de bâtiments. On retrouve des bâtiments art déco au Maroc, on retrouve des bâtiments Bauhaus à Tel Aviv. C'est la seule ville Bauhaus au monde d'ailleurs, par exemple. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait tout a été gardé, ils ont rénové. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes. Comment vous avez trouvé votre vocation? La vocation, alors ça c'est vraiment une question qui est assez intéressante puisque à la base, je n'étais pas du tout parti pour faire une école d'art ou tout simplement une vocation artistique. Je suis plutôt issu d'une famille où on m'a plutôt poussé à faire des études, on va dire, scientifiques. J'étais un peu cossard, alors j'étais plutôt bon, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et donc je me suis plutôt dirigé vers quelque chose d'artistique. Enfin, en tout cas, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus artistique. C'était à l'intérieur, je le sentais, c'était comme ça. Et ma mère, qui elle aussi avait quand même effectivement une fibre très artistique, puisqu'elle a fait du dessin de mode, elle m'a encouragé, en fait. En tout cas, elle m'a surtout pas dit non. Et donc, je savais, je sais pas, c'était intuitif, je devais aller vers là. Donc, j'ai commencé par la publicité, puis après, je suis passé au magazine, à l'édition. L'édition, j'ai monté mon agence sur laquelle j'ai travaillé, puis petit à petit, j'ai dérivé vers quelque chose à travailler plutôt dans le monde culturel et artistique. Et aujourd'hui, effectivement, je commence une nouvelle carrière quelque part depuis 2 ans qui se situe effectivement sur une vision beaucoup plus artistique et culturelle qu'avant. Alors c'est assez étonnant parce que j'ai tendance toujours à changer tous les 8 ans. En fait, je pense que c'est un cycle chez moi, entre 7 et 8 ans, je change, comment dire, je change mon champ d'action, en fait, parce que je finis par faire le tour de là où je travaillais et je finis par m'ennuyer, je pense. Et donc, à partir de ce moment-là, je change. Donc, j'ai été dans la publicité, je me suis ennuyé, je suis passé dans le magazine. Du magazine, je suis passé à l'édition. De l'édition, j'ai trouvé que je devais monter ma propre entreprise. C'est ce que j'ai fait, j'ai monté ma propre entreprise. Donc j'ai travaillé beaucoup dans la mode, puis après je suis passé dans la beauté, puis après dans le culinaire. Et puis ensuite dans le culinaire, à un moment donné j'ai eu un déclic où je me suis permis, peut-être, enfin c'est ça cette vision, je me suis permis de travailler dans le culturel. Je pense que jusqu'à maintenant, j'osais pas trop, je me disais que c'était pas pour moi, que je n'avais pas la vision culturelle ou que j'avais pas la vision artistique suffisante ou le discours suffisant pour le faire. Et puis après, je me suis aperçu que la photographie, c'était quand même mon dada, que j'étais quand même devenu quelqu'un qui s'y connaissait bien. Et puis, je fréquentais beaucoup de photographes, j'ai beaucoup d'amis photographes et que, effectivement, j'avais toujours cette facilité de leur parler, de les amener ou de faire éclore chez eux des projets ou de les aider dans leurs projets. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être le moment, effectivement, de les aider. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire des catalogues d'exposition pour la galerie de l'Institut, puis qu'avec la galerie Institut m'a proposé le mois de janvier pour la photographie et de commencer par Rive. Puis ensuite, le prochain, on va essayer de trouver un autre photographe. Enfin, j'ai déjà trouvé un autre photographe, mais pour l'instant, je ne le dis pas. Et voilà, donc cette vocation, elle est venue... Enfin, c'était direct depuis le départ. Je savais que je ferais quelque chose d'artistique. Alors quoi ? Je ne savais pas, mais je savais que j'irais vers le domaine artistique. Monsieur Bismuth, de votre agence B2, vous travaillez pour de nombreuses marques de beauté et de luxe. Parlez-nous-en. L'agence B2, alors vraiment c'était un besoin pour moi d'ouvrir cette agence, donc on l'a ouvert en 2000, elle existe encore, donc ça c'est plutôt bien.
Elle a connu des moments de phase, des moments plus difficiles. On a quand même tenu la distance, donc ça c'est plutôt bien. Cette agence, c'était un besoin pour moi, c'était une expérience à faire. J'avais été salarié, j'avais été freelance, j'avais envie d'avoir un moment, comment dire, une société qui m'appartenait, sur laquelle j'avais envie de travailler d'un point de vue créatif. Donc au début, c'était un peu un pari, voilà, un pari entre copains. Donc on était 4 associés. Et puis petit à petit, il y a des associés qui sont partis, on a racheté les parts, d'autres qui sont rentrés. Et puis au bout d'un moment, je me suis retrouvé plus ou moins tout seul. Tout simplement parce que chacun a vécu sa vie. On ne sait pas du tout, personne ne s'est réellement disputé, au contraire, ça s'est fait assez naturellement. Et puis après est rentré un dernier associé qui se trouve être une personne de ma famille avec qui je m'entends parfaitement bien et qui lui s'occupe de toute la production, et avec qui je me suis entendu, et ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, et voilà, on se lasse pas, c'est toujours la même chose. Alors oui, on a eu de la chance d'avoir travaillé pour beaucoup de marques de luxe. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu la chance dès le départ de travailler sur des grandes marques. Alors quand j'ai été dans les autres agences d'avant ou dans les magazines, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai travaillé pour plein de gens, et donc forcément, naturellement, à l'intérieur de l'agence, on a démarré avec mon savoir-faire, puis les gens que je connaissais, le réseau que j'avais, et effectivement, on nous a fait confiance dès le début. Donc on a commencé à travailler pour des marques, et effectivement très vite on a travaillé pour le printemps. On m'a demandé de faire un magazine pour la Suisse à l'époque sur la beauté spéciale, où je devais faire la maquette de départ, ce que j'ai fait. Puis après L'Oréal, et puis après Shiseido, et on a eu comme ça plein de marques, foisonnement de marques qui sont venues, qui nous ont fait confiance, qui ont travaillé. Puis après des gens qui travaillaient dans des marques et puis qui sont partis dans d'autres marques et puis qui m'ont rappelé. Puis après, petit à petit, comme ça, je me suis retrouvé à faire du culinaire aussi. Alors le culinaire, depuis quelques années, c'est quand même quelque chose de très, très important, parce que c'est quelque chose qui a été complètement rénové depuis ces 10 dernières années. Donc on peut aussi le comparer à de la beauté, parce que c'est quand même un des savoir-faire de la France, hein, tout simplement. Et donc effectivement, on a pu travailler. Donc je sais pas, je pense que je dois inspirer entre guillemets confiance aux gens, parce que en tout cas j'arrive à travailler avec eux. Alors la chose assez importante pour moi, c'est que j'ai besoin d'espaces créatifs où les gens me comprennent. Donc ça veut dire que je choisis souvent, c'est-à-dire je rencontre les gens que j'ai envie de rencontrer. On dit toujours qu'on rencontre les gens qu'on mérite de rencontrer. Moi, je pense que c'est très vrai. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens où j'ai eu la chance que ces gens me fassent confiance. Et puis, je leur ai rendu cette confiance en travaillant et en proposant des idées qui n'étaient pas forcément des idées qu'avaient d'autres agences. J'ai une vision très analytique des choses, donc j'ai une mémoire visuelle énorme, et ça me permet de mettre en connexion des choses et de faire des choses des fois qui sont hors du cadre de ce que l'on peut s'imaginer. Alors comme diraient certains clients, l'effet waouh, c'est pas l'effet waouh que je recherche, moi c'est l'effet un petit peu de nouveauté dans un milieu qui est qui vit sur son propre oxygène, et qui va jamais chercher l'oxygène à l'extérieur. Alors ça c'est intéressant, parce que l'oxygène extérieur, des fois il est un peu plus pur, ou des fois il est un peu plus intéressant. Mais en tout cas, de mélanger par exemple des fois des secteurs entre la beauté, le culinaire, ou le culinaire et puis l'art, etc. Voilà, typiquement c'est des choses que j'adore faire. J'adore mélanger les genres, j'adore arriver à déstabiliser, en fait, pour créer de la nouveauté, et pour faire quelque chose que les gens d'inattendu. Voilà, c'est ça qui est important. Donc en ça, j'ai toujours été très artistique dans ma manière de penser, parce que effectivement, l'idée c'est de créer l'inattendu. Avez-vous d'autres projets prévenus pour l'avenir? Pour les projets, oui, j'en ai beaucoup. Alors, j'ai eu... ça dépend. Alors, voilà, quand on travaille comme moi sur des choses créatives, dans le domaine créatif, et notamment dans le domaine de l'édition, de l'exposition,
et ben, il y a des hauts, des bas. Effectivement, là, depuis le mois de février, il y a beaucoup de choses, beaucoup de portes qui se sont ouvertes pour moi. Alors, notamment, bon, comme je vous ai dit, le rendez-vous de janvier que j'ai maintenant définitivement établi, avec lequel j'ai recherché un nouveau photographe à présenter. Alors on va définir le thème avec lui et puis on va présenter ça pendant tout le mois de janvier. Quant à d'autres projets, oui, alors il y a un très beau projet de livre qui va sortir bientôt. Pour l'instant je ne peux pas en parler, mais c'est un livre qui sera, je pense, fera date, pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais traité le sujet. C'est un sujet éminemment sur la culture française et c'est très étonnant parce que les Américains, ou en tout cas la vision anglo-saxonne, a tendance à très vite glorifier les choses quand ils ont un succès, c'est-à-dire qu'un succès existe 5 ans, 10 ans plus tard maximum, on va en parler, on va en faire des films, on va en faire des expositions. Et nous les Français, là-dessus on n'est pas vraiment pareil. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de maturation, et encore. Et effectivement, sur ce sujet, qui est un sujet précis, dont je ne peux pas encore donner, comme je vous ai dit, la teneur, mais effectivement, on se retrouve dans un 30 ans plus tard, en fait. Voilà. Et ça a été un succès. Ça a mis la France en avant, mais personne n'en a jamais parlé. Donc ça sera la première fois qu'on en parlera. Et puis de cette manière-là, c'est intéressant, à travers quelqu'un, donc à travers la vision de quelqu'un, mais aussi des interviews d'autres personnes. Ça va être, je pense, extrêmement intéressant. Alors pour le coup, j'ai lu le texte, j'ai travaillé sur les idées éditoriales du livre, sur lesquelles j'ai trouvé, je pense, pas mal de choses intéressantes. Ça va être un livre interactif. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est un très beau projet qui va sortir. Enfin, après, ça prend toujours du temps, hein. L'édition, c'est comme l'architecture, hein, c'est pas tout de suite. À côté de ça, il y a d'autres projets de livres, bien évidemment, et puis d'autres projets, alors là pour le coup d'exposition. Donc je fais une deuxième section une deuxième session de l'exposition de main de maître thème l'œuf. Alors avec mon ami Frédéric Beau étant le directeur artistique et le chef pâtissier de Valrhona, le chocolat de couverture très connu de tous les grands pâtissiers, Pierre Hermé, Patrick Roger utilisent le Valrhona. Et il a eu cette idée parce que c'est quelqu'un d'extrêmement créatif, c'est une idée originale d'une association qui s'appelle De Main de Maître. Et dans ce main de maître, nous avons décidé de parler de l'œuf. Alors effectivement, l'œuf, pour les pâtissiers, c'est un moment très important, hein, on sait tous, hein, c'est Pâques. Mais l'idée, c'était d'en faire quelque chose d'un peu artistique, mais pas que d'avoir des artisans, c'était aussi de mélanger les artisans et les artistes. Et l'intérêt, c'est qu'il a fallu aller chercher les artistes qui avaient ou déjà traité du thème de l'œuf, ou qui en avaient envie, et qui avaient envie de traiter de l'œuf. Donc on a fait une première exposition qui s'est passée très rapidement, enfin, entre le début de l'idée et la création de l'exposition et l'ouverture de l'exposition, il s'est passé 4 mois, c'est-à-dire très rapidement, et ça a fait succès. Les gens sont venus, on a fait 3 semaines, il y a eu 2500 personnes qui sont venues à l'exposition, il y a eu des ventes aussi, donc ça c'est important parce que dans les expositions on ne fait pas que pour le plaisir, on fait aussi pour que les artistes vendent. Et puis ça a fait date, il y a eu un très beau catalogue qui a été fait. Je remercie Frédéric parce que c'était une excellente idée. Et puis évidemment, tous les grands pâtissiers étaient là, en tout cas une bonne partie des grands pâtissiers sont venus. Il y a eu une très belle soirée d'ouverture et puis après les gens sont venus en famille. Donc c'était très intéressant. Et on refait une deuxième session et cette fois-ci on voit beaucoup plus grand. Donc on aura le double en superficie et on aura le double en personnes représentées. Donc la dernière fois c'était 52 artisans et artistes, et cette fois-ci ce sera au moins une centaine d'artisans et artistes, toujours sur le même sujet, en sachant que l'œuf, ce qui est très intéressant avec le symbole de l'œuf, c'est que c'est un symbole qui existe dans toutes les nations. C'est quelque chose que l'on retrouve dans le monde entier. L'œuf, ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde mange, ou tout le monde a, en tout cas le symbolise. C'est une forme parfaite. C'est ce qui est hyper intéressant avec l'œuf, c'est que c'est vraiment une forme oblonde parfaite.
C'est vraiment un travail de la nature. Enfin, il y en a qui parlent des roses comme une femme parfaite. L'œuf est une femme parfaite. Donc c'est très intéressant de travailler sur ces femmes parfaites et puis une femme très symbolique. Alors dans le judaïsme, l'œuf représente par exemple la vie. Donc dans d'autres religions c'est pareil, il y a avec d'autres symboles, mais cet œuf il est vraiment présent dans nos vies. Puis il suffit de voir ne serait-ce que la manière de le cuisiner. On le cuisine de 1000 façons différentes. Alors c'est très intéressant. Et effectivement, donc il y a 1000 façons d'aborder l'œuf, qui est vraiment pour le coup un symbole très fort qui existe dans toutes les sociétés mondiales. Comment vous voyez l'avenir de la mode-industrie? Le futur de la mode. Alors, déjà pour commencer, moi j'ai quitté la mode il y a déjà un petit moment. Effectivement, j'ai travaillé pour le Printemps, j'ai travaillé pour les Galeries Lafayette, j'ai travaillé effectivement pour beaucoup de marques de mode différentes et variées, en magazine de mode masculine, magazine de mode féminine, le Cosmo, l'Optimum Magazine en France. Bon, pour moi, le futur de la mode, il m'intéresse pas vraiment. Mais si j'ai une vision du futur de la mode, c'est que de toute manière, on va quitter la fast fashion. Mais je crois que je suis pas un devin en disant ça. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que la fast fashion, c'est tout ce qu'on déteste, c'est ce qui est en dehors de l'écologie. Et tous les jeunes qui sont aujourd'hui, à qui j'ai donné des cours dans une école de mode, justement, dans laquelle je donnais des cours sur la photographie, je pense que pour eux, c'est même plus une question. En fait, c'est même pas, ça prête pas à question. Ils sont déjà intégrés à l'intérieur que la fast fashion, ils en veulent plus et qu'ils veulent des choses plus importantes. Alors, comme disait mon oncle, et ça c'est important, il disait on est trop peu riche pour acheter des choses pas chères. Ce qui voulait dire qu'il valait mieux attendre un peu et acheter quelque chose de bonne qualité qu'on allait mettre longtemps. Donc là, la mode, je la vois plus du tout avec cette espèce de folie des collections, 12 par an, comme on peut trouver chez H&M. Je pense que Gap est tombé. H&M, je ne lui donne pas beaucoup à vivre, mais c'est mon avis. Peut-être je me trompe. Et je pense que petit à petit, on va retourner, en tout cas en Europe, vers une mode où on met plus de temps, voire même on peut commander des choses et ça met plus de temps. Et garder ses vêtements plus longtemps, parce qu'ils seront de meilleure qualité. Donc la mode va forcément changer et devenir beaucoup plus lente. Elle va revenir à une mode printemps-été, automne-hiver, pas avec cette espèce de volonté absolue de faire des collections absolument tout le temps, et puis de changer la mode tout le temps pour pousser les gens à l'achat. Je pense que c'est un peu obsolète. Monsieur Bismuth, est-ce que vous avez un rêve? Alors, est-ce que j'ai un rêve? Oui, alors bien sûr que j'en ai des rêves, heureusement. Hein. Alors je rêve beaucoup, c'est intéressant, c'est que je rêve beaucoup, donc je me rappelle de mes rêves, c'est pas des fois toujours des rêves, hein, des fois c'est des cauchemars, mais je rêve beaucoup, donc, et j'ai toujours voulu aller vers mes rêves, donc ça c'est assez intéressant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que les gens ne rêvent pas assez, en tout cas n'y croient pas. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut y croire. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Moi je ne fais pas partie des gens qui pensent que quand on veut on peut. C'est pas vrai. Il y a des moments où on peut plein de choses, puis des moments où on peut pas. C'est comme ça. Il y a des moments où c'est le bon moment et des moments où c'est pas le bon moment. Alors des fois on bute longtemps sur quelque chose, puis après on ne sait pas pourquoi d'un seul coup ça démarre comme on veut. Mais il faut être persévérant. Voilà. Le mot c'est plutôt ça, persévérant. Oui, bien sûr que j'ai un rêve. Alors ce rêve il est en train de se réaliser, pour tout vous dire, donc en fait en réalité c'est plutôt intéressant. J'ai toujours rêvé de pouvoir avoir un événement, une galerie sur lequel je pourrais présenter des photographes que j'aime, qui sont pas forcément toujours des photographes connus, mais aussi des photographes qui sont inconnus mais que je trouve excellents, ou qui ont un thème, qui ont quelque chose à raconter. Oui, c'est ça mon rêve. Donc c'était d'avoir une galerie dans laquelle je pouvais représenter des photographes qui sont pas forcément vus souvent, qui sont ou tout simplement
qui n'ont pas percé pour des raisons X ou Y, ou qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui ne se sentaient pas le moment ou capables de le faire, et que j'aurais accompagné. Donc, en fait, ce rêve-là, je suis en train de le faire depuis 2 ans, c'est-à-dire d'avoir accompagné un de mes amis, déjà, pour commencer, qui s'appelle Yves Lacroix, comme je l'ai déjà dit sur la dernière fois, de l'avoir accompagné. Alors, quand je dis accompagné, ça veut dire créativement parlant. Pas qu'on va chercher les idées avec lui forcément, bien qu'on peut l'aider dans ses idées, pousser un petit peu, mais c'est d'être là dans sa réflexion, de l'aider, de le pousser dans le bon sens, de venir même physiquement pour l'aider sur les prises de vue par exemple, et puis ensuite de le pousser à prendre des risques. Voilà. Typiquement, ça c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi, parce que en fait je crois que mon talent, j'en ai un, et ce talent c'est de reconnaître le talent des autres. Et ça je l'ai toujours vu, c'est-à-dire que là où beaucoup de gens décidaient que pour être sûr et certain qu'on ait une belle image, il fallait passer par un grand photographe ou un photographe qui était assez reconnu déjà, et ce qui permettait d'avoir beaucoup moins de risques, ce qui est vrai d'ailleurs. Et ben moi j'ai toujours été prendre des risques, c'est-à-dire que je pouvais ouvrir un book de photographe et voir une image et me dire que cette image-là, c'était une image qui correspondait au photographe et qui pouvait correspondre à un de mes projets, et de le pousser dans cette direction, voire des fois de le déstabiliser en lui disant il faut qu'on aille de ce côté-là. Alors, je pense que ça je sais le faire, et je sais le faire sans force, sans forcer, sans violence, parce que je pense que ça on l'a connu dans mon monde d'il y a 30 ans. Je sais accompagner, c'est ça vraiment le terme. Je sais accompagner le photographe, je pense, de manière comment dire, simple et gentille, dans le bon sens du terme. Ça veut dire que il a ça en lui, et on va le pousser vraiment vers là où il doit aller, parce qu'on le voit, que des fois le photographe ne le voit pas. Par exemple, il n'y a rien de pire, souvent les photographes ont du mal à choisir leurs propres photos, par exemple. Voilà. Et ça, c'est ce que j'avais fait pendant le Covid. Ça, je m'en rappelle parce que j'ai rencontré comme ça une personne qui avait énormément de talent, que j'aimerais un jour exposer. J'avais, comme beaucoup de gens, on était enfermés à la maison, et donc j'ai proposé, parce que j'avais trouvé un moyen de discuter avec plein de gens, et j'ai proposé à des photographes de m'envoyer leur book et de discuter avec eux. C'était un moyen de faire quelque chose, de faire mon métier, et puis d'aider. Il se trouve que parmi tous ces gens-là, j'ai rencontré une personne qui avait énormément de talent, sur lequel elle avait fait des photos, et je l'ai poussée dans cette direction. Alors, je ne travaille pas à sa place, c'est pas ça, mais je l'ai poussée dans une direction. Je lui ai retravaillé son portfolio de telle manière que elle a fini par obtenir, elle avait un rendez-vous avec une grande maison de luxe, et elle a fini par faire le projet parce que j'avais bien aidé à aller vers là où il fallait, et j'avais bien retravaillé son portfolio pour que ça aille dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs ça qu'ils ont acheté, et elle continue, et je lui dis encore bravo, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, et c'est une jeune photographe qui sort d'une école d'art et qui a énormément de talent, et qu'un jour, j'espère, je pourrai représenter dans la galerie. Alors moi, je ne suis pas galériste, je représente pas des photographes, mais les rendez-vous de janvier, c'est pour travailler avec un photographe, mais qui soit libre aussi de présenter le travail tel qu'il le veut, tel qu'il l'aime. Après, on discute ensemble. Et moi, je ne les représente pas en tant que galériste. Je ne suis pas une galerie de photos. Voilà. C'est vraiment un événement précis qui tombe le mois de janvier. Monsieur Bismuth, vous avez récemment réalisé une exposition Les Vilains avec le photographe Yves Lacroix. Parlez-nous-en. Parfois les mots sont plus forts que les images. Cette fois, c'est l'inverse. Voyez par vous-même.